Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus grands mystères de notre esprit. Comment, au juste, des idées nouvelles, des solutions vraiment complexes, peuvent-elles apparaître à partir d'un point de départ qui lui semble si simple? C'est vraiment le cœur de notre analyse. On a tous déjà vu ça, ce moment presque magique. Un jour, un enfant est complètement bloqué sur un problème, et puis le lendemain, sans qu'on sache trop comment, la solution lui paraît évidente. Ce saut qualitatif, ce passage de l'incompréhension à la maîtrise, eh bien ça a longtemps été une véritable énigme pour les psychologues. Comment expliquer ces déclics soudains? Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de route. On va commencer avec ce grand mystère du développement, ensuite on explorera un paradoxe qui a vraiment mis la recherche dans une impasse, puis on verra comment une nouvelle approche a tout changé, ce qui nous amènera à comprendre l'émergence de la nouveauté, et enfin à voir comment ça a permis de refonder le constructivisme. Pour s'attaquer à cette question, il y a un nom incontournable, un géant de la psychologie du développement, Jean Piaget. C'est vraiment lui qui, le premier, a proposé une théorie complète pour expliquer comment notre intelligence se construit pas à pas. L'idée centrale de Piaget, c'est l'équilibration. Pour lui, la connaissance n'est pas innée et on ne fait pas que l'absorber de l'extérieur. Non, on la construit activement. L'esprit, en fait, il cherche toujours un équilibre. Quand on tombe sur une nouvelle info qui contredit ce qu'on sait déjà, hop, ça crée un déséquilibre. Et pour le résoudre, l'esprit doit se réorganiser, construire une nouvelle structure, plus complexe, plus stable. C'est un processus d'auto-organisation. Cette idée, elle est super puissante et elle a dominé la psychologie pendant des décennies. Mais voilà, dans les années 70, le constructivisme de Piaget s'est heurté à une critique. Une critique tellement redoutable qu'elle a déclenché une vraie crise théorique. Le débat s'est alors vraiment polarisé. D'un côté, on avait Piaget avec l'idée d'un esprit qui se construit lui-même, et de l'autre, le courant qu'on appelle néo-inéiste, avec des penseurs comme Fodor ou Chomsky. Eux, ils disaient que les structures clés de notre savoir sont déjà là à la naissance, et qu'elles n'attendent qu'à être activées. Et voilà l'argument qui tue, le fameux paradoxe de l'apprentissage de Fodor. Comment est-ce qu'un système simple, disons avec une logique de niveau n, pourrait un jour, de lui-même, construire une logique plus puissante de niveau n plus 1? Pour y arriver, il aurait déjà besoin d'avoir les outils de ce niveau supérieur. Ça paraît être une impasse logique, un cercle vicieux. Pour Fodor, la seule conclusion possible, c'était que la structure la plus riche devait être là, depuis le début. Et pendant des années, cette objection a laissé le constructivisme sans véritable réponse, jusqu'à l'arrivée d'un outil révolutionnaire venu tout droit de l'informatique, les modèles connexionnistes. Autrement dit, les réseaux de neurones artificiels. L'idée, c'est de simuler, mais de façon très simplifiée, le fonctionnement de notre cerveau. Au lieu de programmer des règles précises dans un ordinateur, on crée un réseau de petites unités, des sortes de neurones connectés entre eux, et on le laisse apprendre par l'expérience. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, l'information, elle traverse ce réseau. Chaque connexion entre les neurones a une certaine force, un poids, qui va moduler le signal. Le savoir n'est donc pas stocké dans une case précise. Non, il est distribué dans l'ensemble de tous ces poids. Et apprendre, ça consiste simplement à ajuster, tout doucement, la valeur de ces poids en fonction des succès et des erreurs. C'est un changement purement quantitatif et continu. Et ce processus, c'est la définition même de l'auto-organisation. Il n'y a pas de chef d'orchestre, pas de programme central qui dit quoi faire. L'ordre, la compétence, tout ça émerge des interactions locales entre des milliers de petites connexions. C'est, en quelque sorte, la version concrète et testable de l'équilibration de Piaget. Pour voir si cette approche pouvait vraiment résoudre le paradoxe de Fodor, des chercheurs l'ont mise à l'épreuve sur un cas d'école du développement de l'enfant, le problème de la balance. Imaginez qu'on demande à un enfant de deviner de quel côté une balance va pencher. Le psychologue Robert Siegler a montré que les enfants passent par des stades de raisonnement très clairs. Au début, ils ne regardent que le nombre de poids. Après, ils commencent à intégrer la distance, mais pas toujours correctement. Et enfin, bien plus tard, ils finissent par trouver la bonne règle. Ces sauts qualitatifs, c'est exactement ce que Fodor pensait impossible à expliquer par l'apprentissage. La question était donc posée, si on entraîne un réseau de neurones sur ce problème, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va juste s'améliorer de façon lente et linéaire, ou est-ce que lui aussi, il va passer par des étapes bien distinctes, qualitativement différentes? Le résultat a été absolument spectaculaire et a complètement changé la donne. En modifiant juste et de façon continue les poids de ses connexions, le réseau a, spontanément, reproduit la même séquence de stades qu'on observe chez les enfants. Il a commencé par raisonner comme un enfant au stade 1.
Puis, sans aucune nouvelle instruction, son comportement a basculé. Il a imité les stades 2 et 3 avant de finalement trouver la bonne solution. Mais alors comment est-ce possible? Comment un processus d'ajustement qui est purement quantitatif et continu peut-il produire des sauts qualitatifs discontinus? La réponse, elle se trouve dans un concept mathématique clé, la non-linéarité. Et ça, c'est le point absolument crucial. Dans un système non linéaire, les causes et les effets ne sont pas proportionnels. Des milliers de tout petits changements continus dans les poids des connexions peuvent s'accumuler sans qu'on voit grand-chose, jusqu'à ce qu'un seuil soit franchi. Et à ce moment-là, une modification minuscule peut provoquer une réorganisation soudaine et globale du comportement. Le changement de fond est lent et graduel, mais le résultat en surface est un saut brusque, un vrai changement de stade. Et voilà, c'est la solution au paradoxe de Fodor. Un système conceptuellement pauvre, un simple réseau qui ajuste des poids, peut bel et bien donner naissance à un comportement conceptuellement riche et structuré. La nouveauté, la stratégie plus complexe, n'a pas besoin d'être préprogrammée. Elle peut vraiment émerger de l'auto-organisation d'un système qui apprend. Cette découverte a eu des conséquences énormes. Ça a permis de dépasser les vieilles querelles et de proposer une vision bien plus fine du développement cognitif. D'abord, le vieux débat entre l'inné et l'acquis, la nature et la culture, est dépassé. Oui, il y a bien des contraintes de départ, innées, qui correspondent un peu à l'architecture du réseau. Mais la connaissance, elle, n'est pas innée. De la même manière, l'idée que l'esprit serait fait de modules tout prêts à la naissance est remise en cause. Le modèle suggère plutôt un processus de modularisation. C'est avec l'expérience que des parties du réseau vont se spécialiser petit à petit pour traiter des infos spécifiques, comme les visages ou le langage. D'ailleurs, cette idée est plutôt bien soutenue par ce qu'on sait de la génétique. Le nombre de gènes liés au comportement est finalement assez faible. Il est donc peu probable qu'ils contiennent le plan détaillé de toutes nos capacités cognitives. Il est bien plus plausible qu'ils définissent des contraintes de départ et un processus de construction. En résumé, s'il y a quelques points à retenir de tout ça, ce sont les suivants. Premièrement, l'auto-organisation que Piaget avait pressentie est un mécanisme puissant et crédible pour le développement. Deuxièmement, grâce à la non-linéarité, des changements lents et continus peuvent générer des sauts qualitatifs, ces fameux stades. Et enfin, le développement n'est pas tant le déploiement d'un programme inné qu'un processus de construction et de spécialisation progressive, une modularisation. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si l'esprit est un système capable de s'auto-organiser pour créer des structures de plus en plus complexes à partir d'interactions simples avec le monde, alors y a-t-il une limite à ce que ce processus peut construire ? La question reste ouverte.